Le média est menacé de mort par des intérêts puissants, des personnes liées à la France-Afrique, la fameuse France-Afrique, et qui n'ont pas apprécié notre travail d'enquête qui est parvenu, dans sa recherche de l'intérêt général, à mettre en lumière des choses qu'elles auraient préféré garder secrètes, ces personnes. Ces groupes d'intérêt nous attaquent donc devant les tribunaux. Des personnes très bien connues, de figures puissantes en France, comme Xavier Niel, magnat des télécoms et premier actionnaire du quotidien Le Monde, Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie et candidat à la présidentielle, ou encore Anne Lauvergeon et l'ancien président guinéen Alpha Condé. Nous parlerons des scandales que ces personnes veulent étouffer et de leurs attaques contre le média tout de suite avec notre journaliste Thomas Dietrich. Tu nous parles d'un scandale sur lequel tu avais enquêté pour le média, puis publié un article qui s'affiche à l'écran et dont le titre est « France-Afrique, parfum de corruption en Guinée ». À la suite de cet article, nous sommes menacés par une sorte de bulldozer judiciaire, une procédure bâillon qui nous coûte déjà très cher en frais d'avocat et pourrait nous faire très très mal. Mais avant d'évoquer cette procédure, je voudrais que tu nous racontes donc cette affaire et ses ramifications et pourquoi on entend parler de personnes connues et assez puissantes dans cette affaire. Cette affaire, elle est symptomatique un peu de ce qu'est la France-Afrique. Comment finalement des hommes d'affaires français peuvent faire des millions et des millions d'euros sur le dos des peuples africains avec la complicité de dictatures locales. Il faut savoir que la Guinée, c'est une ancienne colonie d'Afrique francophone, mais qui a eu un destin un peu particulier, puisque c'est la seule colonie qui avait voté non au projet de communauté du général de Gaulle et qui était sortie de la communauté, qui avait eu son indépendance plus tôt que les autres colonies en 1958, et donc qui avait coupé un peu le cordon ombilical avec la France. Il n'y a par exemple pas de franc CFA en Guinée, il n'y a pas de présence militaire française. Mais ce qui s'est passé, c'est que au tournant des années 2010, en 2010, il y a eu l'élection d'un monsieur qui s'appelle Alpha Condé, qui était un opposant historique, condamné à mort, qu'on présentait un peu comme le Mandela guinéen, et qui avait vécu des années d'exil en France, à enseigner à la Sorbonne, et qui avait notamment des amis comme le ministre des Affaires étrangères de l'époque, de Nicolas Sarkozy, qui s'appelle Bernard Kouchner, qui a beaucoup aidé à son élection. Et donc Alpha Condé est arrivé au pouvoir, et avec lui, un certain nombre de réseaux france-africains, je pense notamment à Bolloré, qui avait fait toute la communication de la campagne d'Alpha Condé, et qui en échange a eu la concession du port de Conakry, la capitale guinéenne. Et l'idée d'Alpha Condé, au départ, ce qui n'était pas une mauvaise idée, c'était de remettre à plat tous les permis miniers, puisque la Guinée est un pays très très riche en termes miniers. Je parle d'or, de diamants, mais aussi de bauxite, le bauxite qui est le minerai qui sert à fabriquer l'aluminium. On parle de 30 à 40% des réserves mondiales qui seraient situées en Guinée. Donc Alpha Condé, en 2013, avec l'aide de Tony Blair et de George Soros, a remis à plat tous les contrats existants parce qu'effectivement, ils lésaient l'État guinéen, ils étaient entachés de corruption. Donc, ce qui est plutôt une bonne idée. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont donné ces contrats-là à des gens qui étaient encore plus corrompus que ceux qui étaient avant. Et c'est là qu'interviennent deux jeunes Français, on ne connaît pas trop, deux jeunes entrepreneurs qui ont la vingtaine, même pas la trentaine, qui s'appellent Romain Girbal et Thibault Launay, qui sortent de HEC. Ils arrivent en Guinée. Romain Girbal est le fils d'un ancien attaché de sécurité et d'intérieur à l'ambassade de France à Conakry. Alors ils essayent des trucs, ils n'arrivent pas trop, ils spécialisent dans le jus de mangue, ils essayent de vendre des blocs de pétrole offshore qu'ils n'ont pas, bon ça marche pas trop. Et puis à cause de leur relation avec le pouvoir en place, notamment Mohamed Diané, qui est le directeur de cabinet d'Alpha Condé, qui est une sorte de bras droit du président, ils montent une petite société avec 1 000 euros, pas grand chose, et ils arrivent à avoir un permis d'exploration minier pour la bauxite dans la zone de Bokeh, qui est la grande zone minière au nord de la Guinée. À la barbe de tous les géants du secteur qui, à l'époque, essaient de se ruer sur ces contrats qui sont remis à plat. Alors qu'eux, ils n'ont absolument aucune référence. Aucune expérience, ils n'ont aucun apport de fonds, parce qu'évidemment, pour commencer une exploitation minière, il faut des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Donc, ils obtiennent ce permis dans des conditions un peu douteuses avec des sociétés offshore qui sont basées à Belize et se mettent à chercher l'argent pour commencer l'exploitation minière de la bauxite. Et là, ils vont s'adresser à Arnaud Montebourg, qui vient de démissionner du ministère du redressement productif du gouvernement de François Hollande, et ils vont lui dire, écoutez, nous, on va faire un super truc, on va faire de la mine responsable, de la mine respectueuse de l'environnement, avec des comptes en France, pas dans les paradis fiscaux, on va faire de la mine autrement. Et Arnaud Montebourg, est-ce que c'est par charité chrétienne ou parce qu'il y trouvait un intérêt, va ouvrir son carnet d'adresses. Et il va présenter à ces deux jeunes entrepreneurs tout un tas de personnalités
que tu as cités, comme Xavier Niel, le patron de Free, Jean-Pierre Valentini, qui a été cité dans l'affaire du Probo-Koala, qui était une affaire de pollution d'un cargo qui avait pollué en 2006 à Abidjan et qui avait fait 17 morts en Côte d'Ivoire et qui a fait 17 morts, l'armateur Dreyfus, et aussi l'ancienne patronne d'Areva, Anne Lauvergeon. Et d'ailleurs, Anne Lauvergeon, on peut le voir, va aller jusqu'à Conakry, rencontrer Alpha Condé et puis vendre ce projet de mine responsable. Ils vont monter une société qui s'appelle Alliance Minière Responsable. Ok, bon, on regarde Anne Lauvergeon quand elle est partie en 2016, je crois, dans le bureau d'Alpha Condé, le président de Guinée. Peu avant la présentation de ses lettres de créance, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu en audience une délégation de l'Alliance Minière Responsable, une société minière présente à Boké et qui vient de boucler les études de faisabilité sur le terrain. Avec le chef de l'État, les discussions ont porté sur le partenariat gagnant-gagnant. Professeur Alpha Condé a invité ses interlocuteurs à la protection de l'environnement tout en prenant en compte des préoccupations des populations riveraines. Nous avons discuté de AMR, l'Alliance Minière Responsable, la société dans laquelle j'ai investi, qui a un permis de bauxite aujourd'hui près de Boké. Nous allons très vite, je dirais, déposer notre étude de faisabilité, demander un permis d'exploitation. Et puis nous souhaiterions effectivement développer nos activités en Guinée parce que nous en avons vu tout le potentiel et un potentiel que nous souhaitons réaliser en non seulement respectant l'environnement, mais aussi en associant les populations. Donc c'est un travail qui nous enthousiasme et nous avons fait un rapport au président de là où nous en étions et puis ce que nous souhaitions faire dans la suite. Dans cette dynamique, il est question de permettre aux Guinéens de mieux profiter des ressources naturelles du pays. Alors on voit que ce beau monde a des déclarations, des belles déclarations d'intention. Est-ce que au final, ils vont réussir à faire ce qu'ils ont promis de faire, c'est-à-dire une sorte d'exploitation minière responsable qui redonne au peuple de Guinée finalement ce qui lui appartient, c'est-à-dire les fruits de son sous-sol? Alors c'est ce qu'ils vendent. Il faut voir que d'ailleurs sur la vidéo, on voit qu'il y a l'ambassadeur de France en Guinée, M. Cochery, qui est présent. Donc il y a le soutien des autorités françaises. Et tu as dans les médias français des papiers dithyrambiques sur l'Alliance Minière Responsable, la start-up qui fait chavirer le tout Paris. C'était Les Échos, le quotidien de Bernard Arnault. Mais ce qui va se passer, c'est que finalement, en juin 2017, AMR va céder son permis. Alors, on parle officiellement d'amodiation, qui est une sorte de leasing où on concède les droits d'exploitation à une autre société, mais en fait, c'est une cession déguisée à une société qui est devenue en quelques années le plus grand acteur dans la bauxite en Guinée, c'est la société minière de Boké. Donc, qui est une société à capitaux chinois, qui est dirigée par des Français, mais surtout qui est dirigée par des Français, notamment le multimillionnaire Fadi Ouazni, qui est le grand argentier d'Alpha Condé. Et c'est une société qui a été créée en 2014 à l'instigation du président Alpha Condé et qui très vite va rafler tous les contrats de bauxite avec évidemment derrière des fortes suspicions de corruption. Et donc là, en 2017, alors qu'on a promis de faire de la mine responsable, de la mine écologique, de la mine française, on va céder ce permis-là d'un coup à une société chinoise qui en plus est pointée par Human Rights Watch pour faire des gros dégâts sur l'environnement, pour provoquer des manifestations dans la zone minière. Il y a vraiment, la population s'est soulevée contre les mauvaises conditions de travail qu'imposait cette société. Et derrière, ce qui a été prouvé depuis par mon enquête, mais aussi par une enquête de Libération, c'est qu'on a mis en place une grosse lessiveuse pour blanchir de l'argent sale, en fait, finalement. Donc des millions et des millions d'euros. Par exemple, je te prends un simple exemple, sur la période de 2019 à 2020, il y a plus de 24 millions d'euros qui ont été blanchis. Il y a des retraits en espèces de 4 à 5 millions d'euros. Enfin, c'est des sommes absolument faramineuses que va permettre justement ce deal entre cette société Alliance Minière Responsable et la société minière de Boké. Et derrière, tout ça sur le dos du peuple guinéen. On se dit tout ça pour ça, finalement, pour faire une sorte d'opération de cavalerie financière. Et tout ça avec
des comptes dans les paradis fiscaux, puisque la société minière de Bokeh est présente dans les paradis fiscaux, notamment aux îles Vierges et aux Seychelles. Et donc, finalement, tout ça n'aurait-il pas alimenté les principaux protagonistes de cette affaire, que ce soit la société AMR, les grands pontes comme Anne Lauvergeon, comme Xavier Niel, mais aussi la dictature d'Alpha Condé. Parce que derrière, il y a quand même une question qui se pose, c'est-à-dire, est-ce que cette opération minière n'a-t-elle pas permis de financer une dictature? Puisque ce Alpha Condé-là, qui était venu avec la stature, l'aura de l'opposant, va se réveiller, le Mandela va se révéler Idi Amin Dada. Très vite, il va se mettre à réprimer les manifestations, il va changer la constitution pour faire un 3e mandat à la tête de la Guinée, alors que normalement, il ne pouvait en faire que 2. Et évidemment, il y a des manifestations. Moi, j'étais en Guinée, d'ailleurs j'ai fini par en être expulsé en 2020, au moment où il changeait la constitution pour se maintenir au pouvoir, il pourrait y mourir, et ben, il y avait des manifestations dans la rue et on tuait des gamins de 14, de 15 ans. Moi je me souviens qu'il y avait un papa qui me racontait que mon fils il faisait un stage de carreleur et puis son maître n'avait plus de nouvelles de lui, alors je pensais qu'il était parti faire la fête et en fait il était sorti manifester et puis l'armée a tiré et puis il a pris une balle dans la tête. Et donc finalement c'est pas seulement Alpha Condé, le dictateur qui est responsable de ça, ce sont ceux qui ont permis de financer, de soutenir son régime et ses crimes, et notamment ces sociétés-là, comme la société minière de Bokeh, avec des Français à leur tête, je parlais de Fadi Ouazni, mais aussi de Frédéric Bouzik, et cette société-là, AMR. C'est vrai que ça fait beaucoup penser à ce qui s'est passé en Centrafrique et en Afrique du Sud avec l'affaire Uramine, si on se souvient. Parce qu'il y avait effectivement la société Areva, donc société publique française, qui avait acheté 3 mines très très chères, 1,8 milliard d'euros, donc aux frais du contribuable français. On est à la fin des années 2000, mais on savait que ces mines, elles ne valaient pas un copec. Et derrière, il y a des soupçons de financement de la vie politique française, de rétrocommission. Donc est-ce que finalement, le montage qui a été fait autour d'AMR a permis non seulement le financement d'une dictature en Guinée, mais aussi de financement plus occulte de la vie politique française? Il y a en tout cas une enquête qui a été ouverte par le parquet national financier en France, qui se poursuit. Le dictateur Alpha Condé en Guinée ayant été renversé par un coup d'État le 5 septembre dernier, il y a des enquêtes actuellement en Guinée qui sont faites. D'ailleurs, les 2 entrepreneurs français, Romain Girbal et Thibault Launay, ont été inculpés. Ils ont fui en plus la Guinée, ils n'ont pas répondu à cette convocation. Donc on va attendre, on va voir. Et parallèlement, ce qui se passe, c'est que la société minière de Bokeh, donc si vous vous souvenez bien, cette société qui a récupéré la mine et qui l'exploite d'ailleurs encore aujourd'hui, nous a attaqué, donc le média, en diffamation. Alors, ils auraient pu très bien le faire par huissier, mais je pense qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs de gagner, donc ils l'ont fait par une plainte contre X qui rallonge beaucoup les délais, mais c'est une manière de nous mettre sous pression, de faire en sorte qu'on ne parle plus de cette affaire, parce que derrière, en fait, il y a tous ces entrepreneurs-là, ces hommes d'affaires, se sont fait de l'argent sur le dos du peuple guinéen. Libération avait calculé qu'il y avait un manque à gagner en termes d'impôts de plus de 8 millions d'euros par an pour le fisc guinéen, que le fisc guinéen, à cause d'AMR, perdait 8 millions d'euros par an, puisque cette société, en plus déjà d'avoir récupéré un permis pour des cacahuètes, fait ce qu'on appelle de la fraude fiscale, c'est-à-dire ils font des fausses factures pour minorer le bénéfice de la société et payer moins d'impôts au fisc guinéen. Donc c'est vraiment, on le fait au détriment d'une population qui fait partie des 15 pays les plus pauvres de la planète, alors que son sous-sol regorge de richesses, un sous-sol qui est pillé par des Russes, par des Chinois, mais aussi par des hommes d'affaires français, des sociétés françaises. Donc c'est la moindre des choses d'avoir révélé cette affaire et de continuer ce combat-là pour que plus jamais des hommes d'affaires français continuent ces pratiques. Alors, les figures, les personnalités qui ont finalement cautionné l'aventure industrielle de ces 2 jeunes Français, donc je pense à Anne Lauvergeon, à Xavier Niel et à Arnaud Montebourg, qu'est-ce qu'elles disent de tout cela? Alors, Arnaud Montebourg, je l'avais eu au moment où j'avais fait mon enquête. Lui, il m'a dit que je ne cautionne pas ce qu'est devenu cette société. Moi, je me suis fait avoir. Romain Girbal et Thibault Launay, les 2 jeunes entrepreneurs, sont venus me voir en me vantant un projet de mine responsable et ils m'ont eu. En fait, je me souviens du terme, il avait dit moi, je ne cautionne pas un projet qui n'a servi qu'à engraisser des ministres africains. C'était le mot qu'il a utilisé. Des ministres africains seulement. Je ne sais pas si c'est... Voilà, c'est la question qui se pose. Pour ce qui est d'Anne Lauvergeon et de Xavier Niel, jusqu'à aujourd'hui, ils sont actionnaires dans ces sociétés AMR et reçoivent les dividendes de l'exploitation de la mine, puisque la SMB reverse des dividendes de manière régulière. Donc ils continuent finalement
à cautionner cette immense affaire de corruption qui évidemment a des ramifications dans les paradis fiscaux puisqu'il n'y a quasiment rien qui transite par la Guinée. Et on verra si, parce que moi c'est mon souhait, si l'enquête judiciaire en France s'en tient seulement aux hommes de paille, parce que condamner Romain Girbal et Thibault Launay, ça n'a pas beaucoup, ça a finalement que d'importance, mais s'intéresse aussi peut-être à des gens plus puissants, plus forts, qui ont plus de réseaux, comme Anne Lauvergeon, Xavier Niel. Alors, on l'a dit, certains acteurs de cette sombre affaire nous attaquent en diffamation, mais ils ont racheté une usine française à Gardanne, une usine qui s'appelle Alteo. Et donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est une sorte de moyen de pression qu'ils ont, puisque c'était une usine qui était un peu à la dérive, qu'ils ont racheté? Est-ce que c'est une sorte de moyen de pression justement pour se donner de l'importance aux yeux des responsables politiques à qui ils peuvent vendre de l'argent frais qu'ils investissent comme ça dans une usine en région? Alors, c'est vrai que donc, l'usine Alteo de Gardanne, qui est un fleuron industriel français, effectivement, qui a perdu de sa superbe, était créé à la fin du 19e siècle et qui a été mêlé au scandale des boues rouges, puisque dans le cadre de la transformation de la bauxite en aluminium, il y a des forts rejets, il y avait une pollution notamment dans les calanques dans le sud de la France. Et une des filiales de la société minière de Bokeh, UMS, qui est dirigée par ce fameux Fadi Ouazni, qui était ce millionnaire franco-libanais qui était le grand argentier d'Alpha Condé, a racheté l'usine Alteo de Gardanne. Donc ils ont déposé une offre au tribunal du commerce. Et moi, il y a quelque chose qui m'a surpris dans cette affaire, c'est qu'en déposant l'offre, ils ont mis les statuts de la société qui rachetait, UMS, et avec des statuts qui étaient dans les paradis fiscaux, aux Seychelles, aux îles Vierges. Et si on écoute Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, jamais, au grand jamais, on ne confiera une usine française, notre patrimoine industriel français, à des sociétés qui ont des ramifications dans les paradis fiscaux. Or, le tribunal de commerce de Marseille a validé la reprise de cette société par justement une société minière par une filiale de la société minière de Bokeh qui a des ramifications dans les paradis fiscaux. Donc déjà, c'est une question qu'on doit se poser et on doit s'inquiéter justement des emplois, puisqu'il y a quand même presque 500 emplois qui sont dans le sud de la France à Gardanne, qui sont aujourd'hui en danger. Est-ce que ça va être, est-ce que ces emplois sont préservés de manière pérenne, ou finalement ce rachat va permettre des opérations assez douteuses et va conduire à terme à une fermeture de l'usine de Gardanne, qui souffre évidemment de la concurrence d'usines à l'étranger, notamment d'usines chinoises qui transforment à moindre coût la bauxite. En tout cas, c'est très intéressant ce que tu nous dis, Thomas. On rappelle que le travail d'investigation que nous menons, que tu mènes de manière principale, en fait, c'est un travail difficile qui nous vaut un procès dans lequel on engage des frais. Et donc, nous sommes dans une sorte de course avec des gens qui ont beaucoup d'argent et nous en avons peu, nous n'en avons pas. Donc, c'est aussi une raison de nous soutenir, de soutenir le média, de nous faire des dons, de devenir sociaux, parce que justement, il faut des médias indépendants pour enquêter sur ces dérives France-africaine. C'est vraiment, on a toutes les preuves de ce qu'on a avancé. Bien sûr, c'est une enquête qui a été faite de manière sérieuse et qui a été confirmée par plusieurs médias. Mais c'est vraiment le cas typique de la procédure Bayon, tel que ça a été pratiqué par Bolloré, qui, par exemple, quand on enquêtait sur les activités de Bolloré en Afrique, notamment dans les ports, attaquait systématiquement les médias qui dévoilaient des choses sur la gestion assez opaque de Bolloré en Afrique. Donc c'est vraiment une procédure Bayon. Alors moi, j'ai assez confiance en la justice de notre pays, qui sait très bien faire la distinction entre des vraies procédures pour diffamation et des procédures Bayon. On veut simplement faire taire une enquête journalistique. Et en général, les juges n'aiment pas trop les grands patrons un peu voyous qui ont des comptes dans les paradis fiscaux et qui attaquent des journalistes qui n'ont fait que leur travail et qui n'ont défendu que l'honneur de leur profession. Alors, nous avons donc des procédures Bayon, mais il y a aussi des menaces directes, notamment de services de renseignement. Les services de renseignement tchadiens, sur d'autres enquêtes, t'ont menacé à titre personnel avec des complicités françaises, en tout cas des complicités françaises qu'on imagine. Est-ce que tu veux aussi nous parler de ce type de pression ? Ça, c'est sur une toute autre affaire, donc qui n'a rien à voir. En septembre dernier, donc avec les collègues Théo Cazenave et Philippe Ortona,
on était allé interviewer devant son domicile parisien l'ancien chef des renseignements tchadiens et proche du président qui s'appelle Ismaël Chaibo et qui est mêlé à une affaire de disparition d'opposants. Et cette affaire de disparition d'opposants est actuellement en justice en France puisque la famille de l'opposant a déposé plainte en France puisque les enfants de l'opposant, notamment un, étaient français. Et donc, il avait une convocation d'un juge, il devait se rendre dans le bureau d'un juge pour s'expliquer sur l'assassinat et la disparition de cet opposant, et il a fait valoir son immunité diplomatique. Et à plusieurs reprises, il a pu quitter le territoire français sans être inquiété, sans même être interrogé, alors qu'il y avait une procédure de justice contre lui. Donc, nous, on est allé à son domicile, parce qu'on n'arrivait pas à l'avoir par téléphone, l'interroger sur, est-ce que vous trouvez normal de venir de manière régulière en France et alors que vous êtes attendu par un juge d'opposer une immunité diplomatique, alors que normalement l'immunité diplomatique saute dans les cas les plus graves, et là effectivement c'est un cas de torture, de crime de guerre, c'est quelque chose d'important. Et ce qui s'est passé, donc c'était une conversation tout à fait normale d'ailleurs qu'on a diffusée sur le média, une interview dans les règles de l'art, et ce qui s'est passé c'est que ce monsieur-là, ce chef des renseignements tchadiens, a déposé plainte contre moi pour des prétextes complètement farfelus, des menaces de mort, des injures racistes, et j'ai été quand même placé en garde à vue. Alors ça n'a pas duré bien longtemps, puisque le policier en face il s'est bien rendu compte de l'inanité des accusations, mais c'est quand même des pressions qui peuvent être inacceptables. Et je ne suis pas le seul à en subir sur des journalistes, avec la complicité quand même de la justice et de la police française, parce qu'il faut bien qu'il y ait un procureur qui décide de ça. Mais ce ne sont pas les autorités tchadiennes qui décident de mettre en garde à vue des journalistes français en France. Ça montre bien que la France-Afrique continue, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on dit à chaque campagne présidentielle, qu'elle est morte, qu'elle est finie, qu'elle est à l'agonie, elle continue à exister, et ces liens incestueux entre les pouvoirs français et certaines dictatures africaines continuent à perdurer au détriment des peuples et au détriment de l'information. Merci beaucoup Thomas. En fait, tout ce que tu nous dis nous montre encore la nécessité de l'enquête, de notre champ de mission, c'est-à-dire l'enquête sur la France-Afrique aux médias. Il y a des prochaines révélations qui arrivent. On n'en dira peut-être pas plus. Non, mais il y a des gros trucs qui arrivent. Des gros dossiers, comme on dit. Il y a des gros dossiers et pour cela, nous avons besoin de soutien.